Bonjour mes amis, bonjour. Ah ben je bouge, dès que ça enregistre, de toute façon je bouge. Donc. Alors il est 4h24 du matin, je sais pas pourquoi j'ai pas dormi cette nuit, enfin peu importe. Donc c'est un récit de nuit que je vais essayer d'enregistrer, hein. C'est pas sûr parce que c'est chargé affectivement pour moi. Et pour une fois, c'est un récit de nuit à connotation spirituelle, avec l'ange. Vous vous souvenez du récit de nuit avec l'apparition de l'ange, de l'archange? Mais c'est toujours sur la chaîne, hein. Bon, alors, fait longtemps que je veux la faire, cette vidéo, et en fait, je n'y arrive pas. Donc, cette vidéo va s'intituler La seconde mort de mon arrière-grand-mère. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, pourquoi ça a été si important pour moi, la disparition de mon arrière-grand-mère, quand j'étais vraiment une toute petite fille, hein. C'est parce que mon arrière-grand-mère a été ma première mère, en fait. Alors, oui, mais Wendy, tu nous parles toujours de ta grand-mère et pas de ton arrière-grand-mère. Oui, c'est vrai. Parce que quand je suis née, j'ai été élevée par ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère était la seule femme que j'ai appelée Mémé de toute ma vie. Et donc pas longtemps. Et à l'époque, donc, je suis restée à Sarlat, hein, nourrisson. Avec 2 femmes, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, et moi, ça faisait 3 femmes. Et donc, ma grand-mère travaillait quand j'étais nourrisson, et puis ensuite toute petite fille, etc. Elle travaillait, donc elle partait le matin, elle rentrait le soir, et elle était vendeuse dans un commerce, un magasin en fait, de mercerie, bonnetterie et mode. Donc elle vendait des robes, des boutons, des soutiens-gorge, voilà. J'adorais ça parce que à l'époque c'était, il y avait un grand comptoir quand on voulait par exemple vendre la percale, qui a complètement disparu, je crois, par mètre. Donc ma grand-mère parfois elle se mettait derrière ce grand comptoir en bois. C'était majestueux, hein. C'était vraiment majestueux. Et donc elle mesurait le tissu. Du biais, par exemple, ça a complètement disparu aussi. Je sais que certaines, les hommes non, mais je pense que certaines d'entre vous se souviennent de ça. Ces grands comptoirs en bois, ça sentait très bon, hein. Parce qu'il fallait les cirer aussi, les nettoyer, et puis les passer à l'essence de térébenthine. Enfin, c'était un boulot incroyable. Et derrière le comptoir, donc il y avait ma grand-mère. Et derrière ma grand-mère, il y avait des tiroirs en bois et des tiroirs. C'est Avast, vous le voyez, Avast, qui me met des messages. Voilà. Et donc, puis j'ai des mises à jour à faire. J'espère pouvoir finir cette vidéo avant. Donc, et puis il y avait la réserve, et dans la réserve, il y avait des boîtes entières de boutons. Moi, j'en ai gardé un amour des boutons. À l'époque, les boutons étaient en corne, en vraie corne animale, en nacre, en vrai nacre, en bois, en vrai bois.
C'est vraiment des œuvres d'art, les boutons. Et à côté du marché Saint-Pierre, un peu en montant sur Montmartre, sur la place du théâtre, en fait, au théâtre du 18e, de l'atelier, il y a encore une dame qui vend des boutons comme ça, des boutons extraordinaires, quoi. Donc j'y vais régulièrement, en fait. Enfin, quand j'ai affaire là-bas, j'y vais, je passe toujours dans sa boutique. Donc, voilà le travail de ma grand-mère. A été très peu payée, de toute façon, il n'y avait pas de retraite. Et donc, comme moi j'étais un nourrisson ou une toute petite fille, enfin toute petite quand même, hein, quand ma grand-mère est morte, j'avais quand même déjà 8 ans. Mon arrière-grand-mère est morte, j'avais déjà 8 ans. Je restais donc avec mon arrière-grand-mère, ma mémé, voilà. Et donc c'est avec ma mémé que je passais mes journées. Le soir, on allait couper l'herbe pour les lapins, on avait chacune... Non mais, vous voyez, j'étais petite et pourtant j'avais ma serpette moi aussi. Une serpette, c'est comme une serpe. Une petite faux, en fait, qu'on tient à la main avec un manche très court. Bon, la mienne, elle était un petit peu émoussée, hein, voilà. C'est pour ça que je piquais celle de ma grand-mère, pour couper l'herbe des lapins. Voilà, pour les lapins. Donc on allait couper l'herbe pour les lapins, on surveillait les poules, mon arrière-grand-mère s'occupait du jardin potager, elle faisait la cuisine. Vous savez, c'était... On se levait tôt, on se couchait tôt, mais entre les deux, on était très occupés. Il y avait pas de cocotte minute, hein. Quand tu faisais cuire des légumes, et tu les mettais dans l'eau, hein. Bah oui, dans l'eau bouillante. Donc il fallait quand même arroser et enlever les mauvaises herbes du potager. Il fallait s'occuper des poules et des lapins. Voilà, c'était la vie. On était occupés, quoi. Puis il y avait les voisines qui passaient, discutaient en patois avec mon arrière-grand-mère, parce que mon arrière-grand-mère parlait mieux le patois que le français. Eh oui. Donc moi j'ai été élevée dans 2 langues, le patois et le français. Le patois du Périgord étant ma première langue en fait, hein. Mais j'avais interdiction de le parler, voilà. Et mon arrière-grand-mère avait interdiction de s'adresser à moi en patois, parce que sinon, bah, les adultes à l'époque pensaient que pour aller à l'école ensuite, apprendre le français, ça aurait été plus difficile. Ce qui est bien évidemment faux, mais c'est pas grave, ils faisaient de leur mieux, hein. C'était un milieu, je veux dire, mes journées, c'était quand même avant d'apprendre à lire, hein, avant la lecture. C'était les promenades de l'après-midi, parce que ma grand-mère allait visiter, parce que comme il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On allait chez les uns, chez les autres. Et les voisines et la famille venaient. On avait une famille très étendue. Voilà. Parce que la famille, ça comprenait les cousins, les cousines, etc., etc., quoi. Les oncles, les tantes, les grands-tantes, les grands-oncles, vous voyez, voilà. Donc on était en fait occupés, mais on était occupés à des choses simples. Sur mes 2 psychanalystes, j'en ai un qui m'a dit que si j'avais pas connu cette vie, je serais certainement plus là. Et je pense qu'il avait raison. Parce qu'avec mon arrière-grand-mère, les journées avec mon arrière-grand-mère étaient toujours les mêmes. C'était scandé. Euh, on, Pourquoi c'était comme ça? La réponse était parce que. Il n'y avait aucun sens
particulier à tirer du temps qu'on passait. Le temps passé et les journées étaient identiques à elles-mêmes. Et qu'est-ce que ça donne ça donne la sécurité. T'as l'impression, moi à cette époque, quand j'étais vraiment petite, hein, j'avais l'impression que la vie serait comme ça, une journée après l'autre, et toujours les mêmes journées. Bon, évidemment, j'avais tout faux, hein, ma vie, ça a été bien autre chose. Mais à tort ou à raison, vous voyez, c'est une vie, tu te lèves le matin parce que c'est l'heure des poules, et tu te couches le soir après avoir nourri les poules. Tu comprends? Donc tu ne te poses aucune question métaphysique. Parce que la métaphysique, elle est comprise dans le temps de ta journée, en fait. C'est comme si Dieu te dit, tu te lèves le matin parce que tu as ça et ça et ça à faire, et tu te couches le soir parce que demain ça recommence. Donc tu ne te poses aucune question. Vous savez, les questions qui font mal, quoi. Le sens de la vie, machin, tout ça. Les questions qui servent à rien, parce que le sens de ta vie, bah, tu te lèves le matin, tu te couches le soir. Peut-être qu'il n'y a pas de sens à la vie, particulièrement. À part cette espèce de chanson qu'on chante tous les jours en la scandant, quoi. On se réveille parce qu'on se réveille, on se couche parce qu'on se couche, il faut dormir. Et entre-temps, bah, on voit des gens, on nourrit les poules et on s'occupe du jardin, point barre. Et donc, c'est une immense sécurité. Tu m'aurais demandé à l'âge de 4 ans quelle serait ma vie, je t'aurais dit, je vais me marier et je vais tous les jours m'occuper de mon jardin, élever mes enfants, un jour et pas. Vous voyez, pour moi, la vie, c'était linéaire, en fait. C'était comme ça, comme les cloches qui sonnent, hein. Vous voyez, les cloches des églises avant qui sonnaient. Moi, quand j'étais petite, l'église, la cathédrale de Sarlat sonnait lors de la messe. Quand il y avait le feu, t'avais la sirène des pompiers. Bon, quand t'avais une noyade aussi, d'ailleurs. Voilà, on avait un rythme. Vous voyez, quand je vous parle de chansons, c'était rythmé, c'était scandé. C'est comme une danse. Une journée, c'était une danse répétitive, comme un derviche tourneur. Vous voyez, donc il y a la spiritualité, elle était incluse dans le fait que la vie était une chanson, un chant en fait, pas une chanson. Et effectivement, ça m'a donné une force pour toute ma vie. Donc, j'avais 2, 3, 4, 5 ans, je me posais aucune question. Je suivais ma grand-mère. Alors ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, excusez-moi, et tout le temps de la vidéo, je vais faire cette erreur, je suppose. Je suivais mon arrière-grand-mère dans ses pérégrinations, ses voisines, ses herbes pour les lapins, voilà. Et elle ne parlait absolument pas. C'est quelqu'un, mon arrière-grand-mère, qui ne parlait pas. Et notamment parce que, on dirait maintenant taiseux, mais ça, bof, elle parlait pas, quoi. Parce que ça sert à rien. Pourquoi elle parlait pas? Elle faisait pas la gueule. Parler ne sert à rien. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Mais moi, je parlais beaucoup, par contre. Très petite fille, je parlais énormément. Donc, pardon.
Donc je faisais la conversation sur les chemins, voilà. Et ouais, c'est tout. Et c'était une très vieille dame. Donc physiquement, bah, je vais pas vous montrer de photos, mais mon arrière-grand-mère était très brune, avec les yeux très noirs, comme une Espagnole du sud de l'Espagne. Elle avait un tablier noir, bien sûr, en suédine, bien sûr, et dessus, elle avait un autre tablier, hein. C'était une vraie femme d'autrefois, euh, avec des sabots et des feutres. Alors moi, je voulais des sabots et des feutres, j'en ai eu, hein, qu'on m'avait acheté sur le marché. Voilà. Et quel rapport j'ai eu avec cette arrière-grand-mère? C'est elle qui m'a appris à lire l'heure. Je m'asseyais sur ses genoux, un califourchon, je mettais ma tête sur son épaule, et puis toutes les deux on regardait la pendule de la cuisine. Et elle m'a appris à lire l'heure. Et avec cette femme qui ne parlait pas, j'ai été très très heureuse avec elle. Bon, elle devait être fatiguée, hein, de s'occuper d'une petite fille. Surtout moi, hein, parce que je parlais beaucoup, je courais partout. Bon, bah, j'étais un enfant, hein, en même temps. Et elle était très âgée déjà. Elle avait 75 ans passés. Donc, vous imaginez une femme de 75 ans qui supporte une petite fille toute la journée. Bon, mais bon, j'ai été mignonne, hein, je veux dire, euh, je n'ai jamais fait de caprice, hein. Voilà, donc j'étais mignonne parce que de toute façon, on m'embêtait pas. Par exemple, comme toutes les petites filles, je jouais à la dinette. Mais comme j'avais pas de dinette, on m'avait pas acheté une dinette en plastique ou voilà. Et comme on n'était pas riche, on était même pauvre, hein, je vous rappelle quand même que il y avait qu'un seul salaire et 3 personnes à nourrir, plus les aléas. Donc comme j'avais pas de dinette, je prenais les assiettes de la cuisine. Alors je les prenais dans le buffet de la cuisine, buffet. Voilà, ouais. Les vieux ici savent ce que c'est qu'un buffet de cuisine. Et je prenais les couverts dans le tiroir et tout, et j'allais mettre tout ça sur le banc, sous une treille. Et mon arrière-grand-mère me poursuivait en me disant mais ne prends pas les assiettes de la cuisine. Bah si. Et donc, mais par contre, quand je prenais les assiettes de la cuisine pour jouer à la dinette ou au marchand, à un marchand, elle venait pas me les enlever. Il n'y avait pas d'agressivité. Elle me demandait de les remettre à leur place. Mais bon, comme je le faisais pas, elle supportait, quoi. Ah, mais ça. Et un jour, malheureusement, elle est morte. Alors comment elle est morte? Le dimanche, on est allé faire la fête chez ma cousine. C'était comme euh, cette cousine, c'était la sœur de ma grand-mère. C'était vraiment, c'était comme ma grand-mère, hein. Ouais. Donc en fait, elle est morte un 16 août. Hein. Le 15 août, on est allé faire la fiesta. Euh, Mon arrière-grand-mère, elle avait un petit truc. Vous connaissez l'alcool de menthe à 70 degrés? Dans les toutes petites bouteilles. Je vous montre mon doigt. Et toutes petites bouteilles, vous savez. Vraiment, c'est des bouteilles minuscules, c'est de l'alcool de menthe. Et mon arrière-grand-mère, euh, tous les jours à 4 heures, elle prenait un sucre, elle mettait de l'alcool de menthe sur le sucre, et hop. Mais à part, et il y avait du vin. euh,
il y avait du vin pour ma grand-mère et mon arrière-grand-mère à midi et le soir, mais bon, elle buvait un verre, quoi. C'était ridicule. Mais il y avait la bouteille de vin obligatoire, hein. Ouais. Le pain et le vin, c'est obligatoire, quoi. Il y a pas, voilà, il n'y a pas d'y a pas, hein. Mais à part ça, il n'y avait pas d'alcool dans cette maison, quoi. Alors il y avait de l'alcool pour les invités, il y avait le fameux martini, et puis il y avait l'alcool fort, quoi. Le mar, qu'on achetait, enfin, moi j'achetais rien, bien sûr, mais qu'on achetait une fois par an à un cousin qui avait un alambic, ok. Mais à part ça, il n'y avait pas d'alcool dans la maison, donc et les gens buvaient très peu, en fait. Il y avait de l'alcool dans les maisons pour les invités ou du vin à table, mais les gens buvaient très très peu. Enfin, dans mon souvenir, hein. Et donc, on est allé faire la fête. Donc, tout le monde a bu à manger, mais pas les enfants, bien sûr, hein. Les enfants, je sais pas, j'ai dû boire, tremper mes lèvres dans un verre de vin, mais j'étais vraiment grande, hein. Je sais pas, je devais avoir 10 ans, quoi. Et puis j'ai pas aimé, donc j'y suis pas retournée. C'est pour vous dire que bon, l'alcool là, enfin en tout cas dans ma famille, c'était interdit pour les enfants, mais pas pour les adultes bien sûr. Et donc tout le monde a bu, tout le monde a mangé, du vin blanc, du vin rouge, du pousse café, voilà. Parce que la sœur de ma grand-mère avait une ferme. euh, Et donc mon arrière-grand-mère était ravie, elle a fait la fête comme tout le monde. Elle avait 82 ans à l'époque. Et la nuit, le soir, elle s'est couchée, très heureuse de sa journée. Et elle est morte dans la nuit. Voilà. Et quand mon arrière-grand-mère est morte, j'ai su, j'ai su, je savais que ma vie allait changer. Et effectivement, ma vie a changé du tout au tout. Et pas en bien, hein. Et pas en bien. Alors la mort de mon arrière-grand-mère, ça a été pour moi terrifiant. Ça a été pour moi un choc terrible. Et même en vous le disant, j'ai les larmes aux yeux. Ça a été un manque absolument atroce. J'étais attachée à cette femme de façon viscérale. Même si elle parlait pas, même si on avait des journées que vous allez juger monotones, mon monde à moi, il s'est écroulé d'un coup d'un seul. Et sa présence m'a terriblement manqué. Immédiatement. Et je suis en train de pleurer en plus. La mort de mon arrière-grand-mère, ça a été la blessure primordiale, en fait, qui n'est jamais passée. Et pourtant, vous allez me dire, oui, mais elle t'a peu donné. Ouais, mais elle m'a tout donné. Elle avait peu, cette femme, vous comprenez? Tu peux donner que ce que tu as, hein. Ben ouais. Mais elle l'a donné, donc voilà. Et le pire dans cette histoire, je crois, pour moi, c'est que dans cette histoire de deuil, c'est que j'étais dévastée, mais je ne pouvais pas en parler, en fait. Bien, on va passer sur cette période, parce que sinon, je vais beaucoup pleurer.
Et alors, ce qui s'est passé, c'est que à partir de la mort de mon arrière-grand-mère, régulièrement dans ma vie d'enfant, de jeune fille et d'adulte, j'ai rêvé de mon arrière-grand-mère régulièrement. Alors, quand je dis régulièrement, il y avait des années, et je me souviens plus lesquelles d'ailleurs, il y avait des années où je rêvais de mon arrière-grand-mère 2 fois, 3 fois, d'autres années, c'était 4, 5 fois. Vous voyez, je rêvais pas de mon arrière-grand-mère tous les jours, mais régulièrement. Donc, je vais vous parler de mes rêves. Les rêves que je faisais au sujet de mon arrière-grand-mère étaient toujours les mêmes, d'accord? C'est-à-dire, au-dessus de chez nous, il y avait ce qu'on appelait les promenades. C'est-à-dire, c'est une allée où les voitures, il y avait, bon, à l'époque, de toute façon, il y avait très peu de voitures, mais ça s'appelait les promenades parce qu'il y avait des grands arbres et on se promenait et il y avait des bancs. Donc, on pouvait se promener, les gens, l'été, eh ben, ils se promenaient, mais même l'hiver, quoi. Donc, ça s'appelait bêtement les promenades. Et ça a changé de nom, d'ailleurs, maintenant. Donc, je rêvais de ma grand-mère, c'est-à-dire, je sortais de la maison, j'ouvrais un portail, je sortais, et j'allais sur les promenades, ok? Et là, mon arrière-grand-mère m'attendait. Et qu'est-ce qu'on faisait? On descendait, ça veut rien dire pour vous, mais enfin bon, on descendait l'allée des promenades et on discutait. Comment tu vas, etc. Voilà. Mais c'était des rêves, hein, donc le temps n'existe pas dans les rêves. On discutait toutes les deux en descendant et on se demandait de nos nouvelles respectives. C'était surtout moi d'ailleurs qui lui demandais de ses nouvelles. Comment tu vas? Je vais bien. Et on se promenait. Voilà. Et arrivé en bas des promenades, à la fin des promenades, on se séparait. On se séparait. Et quand je me réveillais, je me disais, bah, cette nuit, tu as vu, tu as passé un moment avec ton arrière-grand-mère, avec ta mémé. D'accord? Et j'étais hyper contente. Je me disais, bah, elle va bien. J'étais contente de l'avoir vue. Évidemment, je le disais à personne, hein. Je le dis maintenant parce que je suis vieille, d'accord, et que je suis toujours pas chez les dingues. Donc, et je pense qu'à mon âge, j'y serai plus. Il y a une limite pour être interné. Donc, je me réveillais et je me disais, putain, ça fait du bien. J'étais heureuse, quoi. J'avais vu mon arrière-grand-mère, on avait passé un moment ensemble. Combien de temps on a passé ensemble? Je peux pas vous le dire, c'est un rêve. D'accord? Donc tout est distordu dans les rêves. Mais moi, j'avais l'impression que j'avais passé... au moins, je l'avais vu et dans mes rêves, et à chaque fois, c'était les mêmes. Hein, je vais pas vous les répéter parce que c'est le même rêve. Et à chaque fois, on se faisait un bisou. Et voilà, au revoir, à bientôt. C'est ça qu'on se disait dans mes rêves. Et j'avais la certitude absolue, en tant qu'enfant, jeune fille et adulte, que je referais ce rêve, que je reverrais mon arrière-grand-mère dans mes rêves, qu'on se ferait des bisous et qu'on se demanderait de nos nouvelles. Malheureusement, un jour, j'étais une jeune adulte, donc j'avais ma tête, j'avais fait mes études, j'étais une jeune adulte, entre guillemets normale, voilà. J'avais ma vie. Et je rêve de ma grand-mère, de mon arrière... toute la vidéo, ça va être ça. Je rêve de mon arrière-grand-mère, de ma mémé. Donc elle vient,
On est sur les promenades, comme d'habitude. Et je lui dis, je suis contente de te voir, etc. Et elle me dit, ouais, parce qu'à chaque fois dans mes rêves, je lui disais ça quand même. On avait une conversation, on se revoyait, vous voyez. Et je ne sais pas comment je vais faire pour pas fondre en larmes. Ah là là. Et donc je lui dis, et elle me dit plutôt, écoute, je ne reviendrai plus. Le choc que ça m'a fait, c'est invraisemblable. Et moi, à ce moment-là, dans mon rêve, je me mets à pleurer. Je lui dis non, il faut que tu reviennes, quoi. Elle me regarde et elle me dit, je ne reviendrai plus parce que je ne peux plus. Donc je me mets à pleurer dans mon rêve. Je l'embrasse, etc. Il y a un type qui crie dans la rue. C'est Dieu qui me l'envoie pour que je pleure pas, en fait. Donc j'ai eu un choc dans mon rêve. Et moi, je lui disais, reviens, reviens, quoi. Reviens me voir. Dans le rêve, et, bien sûr dans le rêve, puisqu'elle est morte. Et, euh, et elle me disait, non, je ne peux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne peux pas. C'est pas je veux pas, si je peux pas. Mais en même temps, elle n'était pas angoissée. C'est moi qui étais triste, mais elle, ça allait, quoi. Juste, elle venait me dire au revoir. Vraiment au revoir. En me prévenant que je la verrais jamais plus. En rêve. Et, oh là, c'est le cendrier, vous inquiétez pas. Et quand je me suis réveillée en larmes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Tellement j'étais triste, tellement je savais que je la reverrais plus. Je le savais. Je savais que c'était vrai. Et est-ce que ça a été vrai? Oui. Je ne l'ai plus jamais revue. Dans mes rêves. Non, je suis pas folle. Non. Ça a été un second deuil. J'ai refait un deuil. Et vous voyez là, à l'âge que j'ai, dans ma cuisine, j'ai les larmes aux yeux, comme si finalement, peut-être, il y a des deuils impossibles. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Bien sûr, je n'en sais rien. Est-ce que les morts sont là pendant un certain temps et qu'ensuite ils vont ailleurs? C'est ce que je pense. Mais bon, ça vaut rien ce que je pense, bien sûr. Ils vont ailleurs, les morts. Il y a un, où, je n'en sais strictement rien, hein. Mais dans un endroit où ils se détachent complètement de nous, quoi, de notre vie. C'est l'impression que ça m'a faite. Je veux dire, mon arrière-grand, oh, ça recommence. Mon arrière-grand-mère n'était pas malheureuse de ne plus pouvoir venir. Elle m'a prise dans ses bras, etc. C'est pas elle qui était malheureuse. Et puis pendant que je vous parle, je la visualise. Elle arrivait toujours avec son tablier en suédine à petites fleurs noires, vous savez, boutonné devant, puis son tablier de dessus, comme on dit. Elle avait le même tablier pour le dimanche, enfin euh, le même genre de tablier pour le dimanche que pour la semaine, mais neuf, et neuf, avec son petit chignon. Voilà.
Eh ben, le type qui hurlait, là, il a dégommé une voiture. Bah, comme ça, c'est bien. C'est bien. Voilà. Et comme avec ma grand-mère, il s'est passé à peu près la même chose. 3 décennies plus tard, c'est-à-dire ma grand-mère était très présente. Quand elle est morte, elle était très très présente. Et en fait maintenant, de moins en moins. Donc je pense vraiment que les morts... Bon alors là, cette partie de vidéo, c'est un délire qui m'appartient. Je pense sincèrement que les morts, selon leur volonté, la volonté qu'ils ont, hein, mais ça c'est leur personnalité de vivant, quoi. Les morts restent avec nous un certain temps, et ensuite ils vont ailleurs. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Ouais, c'est idiot ce que je dis, j'en ai tout à fait conscience. En tout cas, c'est mon sentiment. Donc voilà, je vous ai parlé de la deuxième mort de mon arrière-grand-mère, et pour moi, ça a été un deuil... j'allais dire équivalent au premier, c'est-à-dire quand elle est vraiment morte dans la vraie vie. Je sais pas, mais presque, presque. Voilà, peut-être vous, ça vous est arrivé aussi, je sais pas, je ne sais pas. En tout cas, ça me permet aussi de rendre un hommage à cette femme qui a 75 ans et plus. Ben, c'est coltiner une petite fille curieuse, agile, euh, volontaire, qui était moi-même. Et je veux dire, il faut vraiment de la patience et un certain courage. Tout le monde à 75 ans n'est pas taillé pour faire face à l'éducation d'une toute petite fille. Vous voyez, en pleine campagne, c'est pas évident. Donc, bah, je pense à toi, mémé. Je te fais un gros bisou. Gros bisous, mes amis. Comme je vais pleurer, je coupe.